Mon cher Yoann, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'affronter une légende vivante, une idole. Je sais que je t'ai posé la question il y a quelques semaines là, si tu avais la chance d'affronter une idole ou un combattant là, actuel, un combattant rêvé. Tu m'as donné quelques réponses. Je sais pas si on avait demandé à Eman Zahabi il y a quelques semaines s'il pensait que c'était possible d'un jour affronter José Aldo. Qu'est-ce qu'il nous aurait dit, là? Clairement, je pense qu'il pense rêver en ce moment. Il va falloir qu'il se réveille rapidement, mais clairement, c'est pour lui une opportunité en or d'affronter une des légendes du sport. Là. Exactement. Un combat qui a été officialisé il y a quelques jours en vue de l'UFC 315 à Montréal. 2 combattants classés dans le top 15 chez les poids coqs à 135 livres, mais Eman Zahabi qui va affronter José Aldo. Quand on a su ça, honnêtement, ça a vraiment ajouté une coche de plus à une carte qui s'annonçait déjà assez spectaculaire, merci. On va analyser ce duel-là avec des extraits aussi d'entrevues et les réactions d'Eman Zahabi à cette annonce de gros combat. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Ah oui, Ben Baudouin en compagnie du White Lion, Yoann Lennes, qui, mine de rien, s'approche d'un retour dans la cage, là, Yoann. Oui, ça vient assez vite. Vendredi prochain, exactement. Il va falloir te trouver un remplaçant pour jeudi prochain. Je pense qu'à la veille... Tu vas t'arrêter de couper du poids ou tu vas... Je vais avoir coupé le poids, mais je crois peut-être être pendant la conférence de presse de Samouraï. Ouais, exact. Ouais. De toute façon, je pense que tu n'auras pas la tête à jaser. Et c'est tout à fait comprenable, d'ailleurs. Si vous avez quelqu'un à me proposer... Non, c'est pas vrai. On va trouver quelqu'un pour chausser les gros souliers de Yoann Lennes. Mais revenons à cette grosse annonce. Eman Zahabi, le combattant québécois, classé 13e chez les 135 livres à l'UFC, va affronter la légende vivante José Aldo. Ta réaction quand tu as vu cette annonce-là? Wow! Comme tu l'as mentionné, là, je pense vraiment que ce combat-là vient d'ajouter beaucoup de valeur à la carte de l'UFC 315 à Montréal. Je pense vraiment que c'est une opportunité en or pour un combattant québécois de faire un des plus gros combats qu'on va avoir vu depuis Georges Saint-Pierre. Et parlant de Georges Saint-Pierre, il en a parlé, Eman, hier à la conférence de presse, parce qu'il y avait conférence de presse de l'UFC 315 au Centre Bell avec Belal Mohamed, Jack Della Maddalena, Valentina Shevchenko, Manon Fiorot, donc les 4 combattantes qui seront en combat de championnat. Il y avait aussi Eman et Jasmine Jasébéchis qui seront sur la carte. Mais Eman a dit... Georges m'a appelé, là, quand on a eu la nouvelle, Georges m'a téléphoné ou je l'ai eu au téléphone, puis le premier conseil qu'il m'a dit, faut pas que tu le respectes trop. Et c'est ça le danger. Là, oui, on a les yeux pleins d'étoiles, on affronte José Aldo, c'est une opportunité en or, mais là, c'est au mois de mai, tu as le temps de voir venir. Et José Aldo, c'est un être humain. Je pense que ça va être important de ne pas le placer trop sur un piédestal. Hein. Ça va être super important qu'il ne le respecte pas trop, qu'il soit en mesure d'imposer son rythme. On le sait, José Aldo ralentit, tandis que Eman Zahabi semble vraiment être dans son prime en ce moment, au sommet de ses performances. Fait que, comme tu l'as mentionné, là, ça va être un combat important, puis il va falloir que mentalement, Eman soit prête. Là. On analyse ça plus en détail, plus techniquement, mais d'abord les commentaires et les réactions de Eman Zahabi à l'annonce de ce gros duel. Ouais, je suis vraiment content. Je réalise beaucoup de rêves le 10 mai. Je me bats au Centre Bell. Je batte contre José Aldo. Et je souhaite avoir Georges Saint-Pierre dans mon coin. Qu'est-ce qu'une victoire contre lui, ça te donnerait pour ta carrière, pour la suite des choses? Là? Ça me donnerait plus de crédibilité. Comme, tu sais, dans mes 5 derniers combats, tout le monde, ils m'ont mis comme underdog, tu sais, quand ils mettent leur je sais pas. Ouais, exact. Tout le monde me doute. Mais après, quand je bats Aldo, je pense que le monde va me douter beaucoup moins. Il y a un gars qui s'entraîne au Tristar, pas à temps plein, mais un gars qui s'appelle Rob Font, qui a déjà affronté José Aldo par le passé. Est-ce que tu vas demander à Rob de venir t'aider pour ton camp d'entraînement contre José? Oui, je lui ai appelé vendredi soir avant son combat pour lui dire que je me bats contre Aldo. Il était vraiment content pour moi parce que lui, il a déjà battu contre lui, mais il a pris comme en short notice de 5 semaines. Donc, je pense qu'il va venir m'aider pour que, tu sais, on réussisse contre Aldo. Il y a aussi Kenny Florian qui m'a appelé parce que Kenny Florian s'est battu pour le titre contre Aldo dans l'UFC. Ça fait comme, je pense, 12-13 ans, je suis pas sûr. Puis c'était moi qui fallait que je fasse semblant que j'étais Aldo dans le sparring. Puis quand Kenny venait à Montréal pour 10 jours, je sparrais avec lui ici. Puis je retournais à Boston
avec lui. Je restais chez lui dans sa maison pour faire le sparring comme Aldo pour lui. Donc, j'ai beaucoup de gars dans mon coin qui veulent voir que me battre contre Aldo. C'est un gros honneur pour moi. Je suis vraiment content. Je veux faire les fans fiers de moi aussi, comme Québécois, Montréalais. Je veux vraiment comme impressionner contre Aldo. Et je pense même avec ça, comme globalement aussi, mon nom va grandir. Ah, voilà quelques commentaires d'Eman Zahabi, entrevue complète disponible sur le tvasport.ca. D'accord avec... et c'est drôle, c'est une belle histoire quand même. C'est comme une boucle qui se boucle là, parce qu'avec Kenny Florian, et on parle il y a plus de 10 ans, 10-12 ans, il jouait le rôle de José Aldo comme partenaire d'entraînement. Là, il va essayer de le battre. Il va essayer d'être un premier membre du Tristar qui va vaincre la légende aussi. Là. Tout ça, c'est particulier. Là. Ça nous montre à quel point ça fait longtemps que José Aldo est dans le sport, premièrement. A fait ses débuts professionnels en 2004. Et aussi, ça nous montre à quel point Eman Zahabi, ça fait longtemps qu'il s'entraîne et qu'il est dans le sport lui aussi. On l'oublie, il y a seulement 12 victoires. Il y a juste un an de différence entre 37 ans pour Eman. Puis 38 pour Aldo. Exactement. Puis, mais ils n'ont pas le même millage. Ils n'ont pas le même millage au niveau des combats, pas la même expérience non plus. Je pense que ce millage-là est vraiment en la faveur d'Eman Zahabi. Justement, beaucoup moins de guerre, a mangé beaucoup moins de coups. On l'a vu dans ses derniers combats, José Aldo, c'est plus le José Aldo que c'était. 8 décisions à ses 8 derniers combats. Donc, c'est plus le combattant qui terminait ses combats de manière vraiment expéditive comme il l'a fait dans le temps. Contrairement à Eman Zahabi, qui, on le sait, lui, est dans le sport depuis vraiment longtemps, a eu une longue pause, mais là, semble être sur une pente montante, va vraiment bien. Donc, vraiment, tout est en la faveur pour que le Québécois remporte ce combat-là. Puis t'es d'accord, même si Aldo est plus ce qu'il a déjà été, d'ajouter un nom comme José Aldo à la fiche d'Eman Zahabi, t'es d'accord avec lui que ça peut lui amener juste le respect qu'il mérite dans l'organisation? Complètement, parce que José Aldo, c'est un membre du Temple de la Renommée. C'est un Hall of Famer de l'UFC. Tout le monde souhaite un jour pouvoir mettre sur sa fiche gagnante le nom d'un grand combattant comme ça. Donc, c'est tout à son honneur d'aller affronter José Aldo. Il va être en quête, Eman Zahabi, d'une 6e victoire consécutive et de potentiellement entrer dans le top 10 à 135 livres, ce qui lui permettrait d'avoir des gros combats. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, il dit en 2017, quand j'étais arrivé au Madison Square Garden, c'était le dernier combat. Il dit, moi, j'étais le premier combat de la carte du Madison Square Garden, puis c'était le tout dernier, c'était Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping. Puis c'était le dernier combat de la carrière de Georges, on s'en doutait. Puis moi, je m'étais mis beaucoup de pression pour dire, faut que ce soit le passage du flambeau. Georges va me donner le flambeau à moi et je vais prendre le bâton de pèlerin des arts martiaux mix québécois. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a subi un KO percutant par un Ramos. Ricardo Ramos, un coup de coude renversé, tout ça. Puis il s'en est voulu longtemps. Il a pris beaucoup de temps pour s'en remettre. Il a pris beaucoup de temps avant de revenir. Il a perdu son combat par la suite parce qu'il était super sur la défensive et tout ça. Là, il a travaillé énormément là-dessus. Là, il est revenu à 100% au niveau psychologique aussi. Puis là, il connaît vraiment les meilleurs moments de sa carrière. Mais c'était vraiment intéressant de l'entendre analyser ça, puis de dire, tu sais, la pression qu'il s'était mis, finalement, ça... Puis tu sais, il a perdu. J'avais un bon combat, mais j'ai perdu. C'est un coup de poing que j'ai pas vu venir. Oui, là, parce que ce combat-là, il gagnait au départ. C'était un combat qui dominait contre Amos. Il s'en allait avec la victoire et ça s'est fait dans les derniers instants du combat, ce coup de coude renversé. Donc, c'est sûr qu'il y a à quel point ça affecte un combattant. C'est ça, ça a complètement changé la trajectoire, puis ça lui a pris du temps avant de revenir, mais très, 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 maintenant serein aujourd'hui, mais peut-être aussi très transparent quand il raconte tout ça. C'était vraiment intéressant. Bon, je le disais, il y avait aussi les combattants principaux. Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena vont s'affronter pour le championnat des mi-moyens. Deux gars assez relax. Deux gars, il n'y a pas beaucoup d'animosité, Johan, entre ces deux-là. Tu as écouté la conférence de presse. Ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... ce que j'ai trouvé intéressant, moi j'ai eu la chance de parler aux deux, c'est que les deux semblent un peu se respecter, mais pas non plus se respecter, mais pas non plus penser que les autres sont dans une classe à part, là, dans le sens où, tu sais, pour Jack Della Maddalena, arriver tout de suite en combat de championnat, ben, quand tu lui parles de Belal Mohamed, tu dis « Ah oui, bon, il est correct, c'est le champion. » Mais tu sais, pas plus que ça. Puis Belal Mohamed, lui, quand tu l'entends parler, c'est comme s'il faisait un cadeau à Jack Della Maddalena. Comme je l'ai choisi pour m'affronter à la place de Shavkat Rakhmonov.
C'est particulier, là, tout ça. Là. Je suis quand même d'accord avec Belal parce que si on regarde la fiche de Jack Della Maddalena, il est 17-2, OK? Il est sur une lancée incroyable. Il a gagné ses 17 derniers combats, là. Il a perdu contre Burns à son dernier combat. Il a gagné contre Burns, pardon. Mais il perdait. Combat qui perdait. Combat qui ne gagnait pas. Il s'est fait amener au sol. Il s'est fait mettre dans des positions vulnérables. Il a réussi au dernier round à sortir un coup de genou qui a fait en sorte qu'il a gagné. Selon moi, Belal a un jiu-jitsu et une lutte supérieure à Burns. Ça va être là que ça va se jouer. Et avant ça, c'est 2 décisions partagées contre Kevin Holland et Bassel Hafez. Donc vraiment, c'est une opportunité en or pour Jack Della Maddalena. Est-ce qu'il la mérite? Écoute, il l'a, on va lui donner, c'est correct. Par contre, Belal, je pense qu'il peut avoir l'avantage dans ce combat-là. Ah, ouais. Puis lui, il dit dans le fond, moi, j'ai dû attendre tellement longtemps. C'était son 19e combat à l'UFC qu'il a eu sa première chance en combat de championnat. Puis là, il dit que c'est peut-être ça qui va faire la différence. Lui, il a dû prendre le chemin le plus long. Quand il est arrivé fin prêt, ce qui sera peut-être pas le cas de Jack Della Maddalena. On peut écouter les deux. Là. I'm not angry at it, right? It's hard, but at the end of the day, when I look back at it, it made me better. So I had to take the longer road, so I had to fight tougher guys. And he didn't have to go through those pressure situations. So that's going to be his downfall. He's never fought anybody like me. He's never fought a style like mine. He's never had that big, step up in competition and the big main events yet. So when it comes to fighting me, it's the worst timing for him. He's a good competitor, strong. He's a champion, so you've got to respect that. He's a strong grappler. And he finds a way to win most fights. So I'm really ready for the challenge. I think he's a strong grappler, which is his main strength. So looking to defend the grappling and keep it standing, where I believe I pose a strong advantage. Do you think the power is going to be the difference in this fight? Yeah, I think the power, the precision, and the timing, I think those are the things that are going to make the difference. Obviously, being a welterweight, that's the guy that you look up, that's the guy you put on the pedestal, that you're chasing. Even myself now, when I was first getting in here, my goal was to catch the gold, get the belt. Now my goal is to catch GSP. He was the greatest welterweight to ever do it. So I always have to have goals, and I always set my standards high. So for me, I'm just like, he's up there. So fighting in Montreal, being able to fight in an arena that he fought in with the fans and the crowd that's seen him be a welterweight champion for so long, I want to put on the show and try to mimic him and try to be like him and catch up to him. Ouais, le nom de GSP est revenu souvent là aussi. Effectivement, c'est la ceinture qu'il a détenue vraiment longtemps et essayer d'aller la défendre ou la gagner dans le cas de Jack Della Maddalena à Montréal, ce serait assez symbolique aussi là, pour eux à ce niveau-là. On enchaîne Valentina Shevchenko et Manon Fiorot. C'est peut-être ces deux-là qui ont le plus d'animosité. Ils sont un peu lancés des flèches là, sur les médias sociaux, Johan. La barrière de la langue est un peu difficile. Manon Fiorot parle presque, en fait, pas anglais là, ou pratiquement pas. Puis on sent que Valentina est comme un peu... c'est qui, elle, la petite nouvelle? Elle veut à peine prononcer son nom. Là, ouais. Donc, c'est ça aussi, là, c'est assez intense. Là. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Valentina avec cette attitude-là, comme avec cette hargne-là. On le voyait quand elle parlait aux journalistes. Elle avait un regard, elle se sentait vraiment confiante de ses moyens. Pour moi, c'est un des plus gros combats de la carte, celui-là. C'est vraiment un très gros combat. 2 spécialistes du combat debout. Où est-ce que ça peut jouer, selon moi, c'est au niveau de l'expérience, au niveau de... Ça va être un combat de 5 rounds. Mm-hmm. Valentina est une artiste dans les 5 rounds. Elle est habituée de faire 5 rounds. Sa lutte et son jiu-jitsu brésilien peuvent amener ce combat-là à un autre degré pour Manon Fiorot, qui ne semble pas vraiment avoir testé ces eaux-là encore. Là. On va aller écouter les deux filles. Defending the belt, it's every time challenge. It's not about like every fight. It's a challenge, and you have to be ready as you are. It's like it's your last fight. It's like you have to be ready 100% no matter what. Yeah, and this is why I'm here. I'm here to defend my belt no matter who in front of me, because it doesn't the things like about the challenger. It's about how you prepare for the fight, how you feel. And now when I return my belt back, it's kind of like I feel so much power inside of me, even more I had before. So it's kind of like I feel really, really strong. Yeah. Soulagée parce que c'est vrai qu'avec toutes ces attentes, après il y avait des rumeurs en plus comme quoi elle allait peut-être affronter Weili Zhang.
Les médias en ont beaucoup parlé, donc c'est vrai que j'ai eu une grosse frayeur, mais là, rassurée et contente. C'est ce que je rêve depuis que j'ai commencé le MMA, et encore plus depuis que j'ai signé à l'UFC. J'avais cette ceinture dans le viseur, et ça y est, on y est enfin. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, il faut savoir tout faire. Après, je l'ai pas forcément montré à mes combats, parce que j'en ai pas eu besoin en fait jusqu'à maintenant, mais je pense que mon niveau de lutte est même meilleur que le tien, et mon niveau de sol aussi. Oh, à ce point-là? Ouais. Donc, t'es pas inquiète, ça peut aller dans toutes les Ça directions. peut aller dans toutes les directions, il n'y a pas de problème, je suis préparée pour ça. T'en as parlé. Elle pense que ça peut pas, que ce sera pas un enjeu, mais bon. J'aime ça, voir ça. La confiance. Ouais. Elle dégage beaucoup de calme, beaucoup de confiance, Manon Fiorot. Et puis Valentina, vous l'entendiez, elle a perdu sa ceinture il y a pas longtemps contre Alexa Grasso. Puis elle a dit, là, je suis allé la rechercher, puis là, je veux plus la perdre jamais. Là, c'est la mienne, puis elle ressent encore plus l'urgence de les défendre et de s'améliorer. Honnêtement, je suis d'accord avec toi. Là, sa confiance, sa drive qu'elle a, cette fille-là, là, c'est assez impressionnant. Un mot rapidement, en une minute, sur Jasmine Jasudavicius. Hey, Jessica Andrade, elle aussi, Wow. le gros duel. Là. Honnêtement, ça aussi, quand j'ai vu ce combat-là apparaître sur la carte, je me suis dit, bon, on a une belle carte à Montréal. C'est une grosse carte qu'on a à Montréal. Ça vaut la peine d'encourager l'UFC à Montréal avec Aldo Heyman. Puis là, Jasmine contre Andrade. Écoutez, ça va être un choc de style. Andrade qui a des bombes dans les mains, qui est pas très grande, mais frappe avec autorité. Jasmine, elle, écoutez, grosse lutte, gros contrôle, un bon jiu-jitsu brésilien. J'ai hâte de voir parce que Andrade n'est pas sur une bonne lancée. A perdu deux de ses six derniers combats, tandis qu'on sait que Jasmine, elle, sur 4 victoires consécutives. Donc, vraiment, ça va jouer là-dessus. Elle connaît une ascension fulgurante à l'UFC, Jasmine Jasudavicius. Elle se bat souvent. Elle s'est battue début février. Ça va déjà être son 2e combat en 2025. Elle dit, j'ai pas le temps de m'arrêter pour apprécier ce qui arrive. Là. C'est un peu comme... C'est un peu intense. Elle dit, je le sais que quand je vais être plus vieille, je vais me rappeler de ces moments-là, puis je vais dire j'ai bien fait d'en profiter, puis j'ai bien fait de battre le fer pendant qu'il est chaud, puis ça serait la plus grosse victoire et de loin de sa carrière. OK, retour, Pat, sur ce qui s'est passé la semaine dernière du côté de Seattle. L'UFC va être à Montréal pour la première fois en 10 ans. Du côté de Seattle, ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas été, et la foule a été là du début à la fin pour le Fight Night. Cejudo contre Song, et ils ont eu droit à une carte tout à fait sensationnelle. Tu sais, des fois, tu regardes des noms, tu dis, OK, ouais, ça va être pas. Tu essaies d'avoir des pronostics. Celle-là, c'était comme, oui, il y avait des bons duels, mais tous les combattants sont venus pour se battre. C'est finish après finish après finish. Il y a eu quoi? Il y a eu 6 KO, 2 soumissions. Je pense que les 8 premiers combats de la carte se sont finis avant la limite. Bref, c'était vraiment intense. Ça s'est toutefois terminé en queue de poisson. Cejudo contre Song Yadong. Henry Cejudo a perdu par décision technique. Mais le combat n'a pas duré 5 rounds, seulement 3 rounds parce qu'il y a eu des doigts dans les yeux accidentels. Song a placé ses doigts dans les yeux de Cejudo. Comment tu as vu ça? Est-ce qu'on aurait dû enlever un point à Song Yadong? J'aurais pas enlevé un point pour en partant comme ça. Premier incident, on n'enlève pas un point. J'ai trouvé que Cejudo n'était pas là. J'ai trouvé qu'il... une tentative de takedown rapidement sur un single leg, là, qui n'a pas réussi. En 3 rounds, n'a pas vraiment essayé de lutter. J'ai l'impression que son timing, il était en retard. La vitesse, ça allait trop vite pour lui. Là. Et vraiment, on a vu que les attaques de Song, vraiment un bon jab au corps, des feintes de genoux. J'avais l'impression que toutes les portes étaient fermées pour Cejudo. C'est plate que ça se termine comme ça. Mais écoutez, là, les 3 derniers combats de Cejudo, on s'entend que ça n'a pas été des gros combats. Fait que peut-être qu'il serait temps pour le Triple C de, malheureusement, accrocher les gants. Là. Ouais, c'est parce que lui, en plus c'est ça. C'est qu'il a décidé de continuer. Probablement qu'en décidant de continuer, ça lui a fait plus mal que d'autres choses. Parce que là, il a eu son 5 minutes au complet. C'est arrivé au 3e round. Il restait 1 minute au 3e round. Il a eu son 5 minutes au complet. Il a dit, OK, je peux continuer. Finalement, il voyait rien d'un œil. Il est arrivé dans le coin, il a dit « Je peux pas continuer ». Donc, le médecin a arrêté le combat au début du 4e. Mais s'il avait dit au médecin « Je vois rien, je peux pas continuer », ça aurait probablement été une nulle technique. Parce qu'on n'aurait pas été aux cartes des juges. Ou ça aurait été une disqualification, dépendamment du jugement de l'officiel de Song Yadong. Donc, en voulant continuer, il s'est peut-être nuit plus que d'autres choses, Henry Cejudo. Il a perdu parce qu'on est allé aux cartes des juges. Il avait perdu 2 des 3 premiers rounds, certainement. Bref. Et Dana White a tout de suite écarté l'idée d'un combat revanche entre les deux.
Effectivement, quelle décision va prendre Henry Cejudo, mais lui, il a le beau jeu de dire le dernier combat, oui, je l'ai perdu, mais pas vraiment parce que c'est pas de ma faute et tout ça. Rapido, Anthony Hernandez contre Brendan Allen, ça, j'avais hâte de voir ça. 2 combattants de force égale, mais j'ai vraiment trouvé que Brendan Allen a perdu. Anthony Hernandez a gagné le combat, mais Brendan Allen a vraiment manqué de volonté, il a manqué de jus, il a manqué de volonté carrément au 3e round. J'ai l'impression qu'il est parti le premier round en force. Son premier round était très beau, réussi à amener Hernandez au sol, prendre son dos, du bon ground and pound, et vraiment, il a passé proche, mais j'ai l'impression que vu qu'il n'a pas été en mesure de terminer Hernandez au premier round, mentalement, ça l'a affecté complètement. Puis là, j'ai l'impression qu'il s'est dit « Ah non, je pourrais pas terminer ce gars-là. Comment je vais faire pour faire 3 rounds avec lui? » Puis on l'a vu, le 75% du contrôle au sol par la suite a été fait par Hernandez. J'ai l'impression que, comme tu dis, Brendan Allen a perdu ce combat-là par sa faute. C'est pas vraiment Hernandez qui est allé le gagner. C'est Allen qui a décidé de descendre son jeu d'un cran. Puis Hernandez, en plus, dit qu'il était sur les antibiotiques ou qu'il venait de finir des antibiotiques. Il était super malade. Donc, lui, il était un peu déçu de la performance qu'il a offert. Je pense que ça lui fait 7 victoires de suite, là, sauf erreur. Grosse lancée. Hernandez s'approche d'un championnat éventuellement. Là. Ouais, ben c'est ça. Il vient de passer quoi? Là, il vient de rentrer dans le top 10. Du côté d'Allen, ben lui, il était 9e. Il a perdu une position. Mais ce qui lui fait mal, c'est 2 défaites de suite. Là. Donc là, il va devoir trouver une façon de mettre fin à sa vilaine séquence. Lui qui, avant cette vilaine séquence-là, était lui sur une lancée incroyable. Rob Font a battu Jean Matsumoto. Ça a été serré. Quand j'ai entendu les cartes des juges, j'étais un petit peu surpris, pour être honnête. Moi aussi. Je suis pas, je veux dire, c'est pas un vol, mais ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. Chapeau quand même à Rob qui a fini le combat en force. Ouais, puis je pense vraiment ce qui a fait la différence, c'est le bon coup de coude qu'il a placé au milieu du front. Dans le milieu du 3e round, qui a fait une grosse coupure dans le front. Là, on a vu le sang commencer à tomber. Ça a été plus difficile au niveau de la vue. Rob Font a décidé de monter sa game d'un cran. Il est allé chercher le 3e round, selon moi. Donc, une belle victoire. A montré beaucoup de caractère en allant chercher ça. Là. Jean Silva. Wow. Un nom à retenir, honnêtement. Ah ouais. Ce gars-là, si vous allez sur YouTube là, ou allez taper son nom, ce KO contre Melsik Bagdasaryan en fin de semaine, c'était du lourd, là. C'était du solide. C'était assez impressionnant à voir. Puis Jean Silva, c'est un showman. C'est un gars qui donne un spectacle. Je vais toujours me souvenir de son premier combat. Il l'a fait à l'Apex. Ça lui a pris à peu près 10 minutes juste faire sa marche vers l'octogone. On s'entend que c'est pas les plus longues marches à l'Apex. Là, ça prend une minute, t'es rendu. Là, c'est ça. Puis là, il jappait après son combat dans l'intercom. C'est vraiment un personnage très coloré, mais on peut pas lui enlever. Là. 15 victoires, sur ces 15 victoires, 12 KO. Là-dessus, il y en a 10 au premier round. Ouais. C'est exceptionnel. C'est un combattant exceptionnel. Puis à l'UFC, c'est 4 combats à l'UFC. Ouais. 4 KO. Exactement. C'était son 4e. Là, il va affronter Bryce Mitchell, t'as vu? Wow. À Miami. Ouais. À l'UFC 313. J'ai bien hâte de voir ça parce 314. On a beau dire ce qu'on veut contre Bryce Mitchell avec les propos qu'il y a eu qui sont un petit peu déplacés puis un petit peu contradictoires. Mais ça reste que Bryce Mitchell, c'est pas un mauvais combattant. C'est pas un mauvais combattant. C'est un combattant qui a fait son nom. C'est un très bon grappler. Exactement. Un très bon jiu-jitsu. Donc, j'ai vraiment hâte de voir Jean Silva où est-ce qu'il va s'en aller avec ça. Il y a bien des gens qui aimeraient ça, voir Bryce Mitchell subir les foudres de Jean Silva. Oui. Et je pense que c'est pas... je pense que Dana White s'est pas fait prier pour placer Jean Silva contre Bryce Mitchell après ses commentaires, c'est ça, sur Hitler et tout. Ricky Simon est revenu sur le chemin de la victoire avec un KO brutal lui aussi contre Javid Basharat. C'était du solide. Mansour Abdul Malik, un autre nom à surveiller. Il a perdu le premier round. Il était dans le trouble un petit peu. Il s'en est sorti. Il s'est fait vraiment brasser au premier round par Nick Klein. Il a survécu. Et il est revenu fort au deuxième, a gagné. Donc, tu sais, il a vécu de l'adversité pour la première fois de sa vie et il a bien réagi. Donc, ça, c'est intéressant à voir. Et Austin Vanderford, qui est arrivé à la dernière minute, lui, a fait un super combat de lutte contre Nikolai Veretennikov. Donc, vétéran de Bellator, mais qui est allé chercher sa première victoire à l'UFC. Tu parlais de l'Apex. On y retourne cette fin de semaine, Yohan, pour le gala mettant en vedette Manel Kape contre Asu Almabayev. Kape est 6e chez les poids mouches. Almabayev est 8e.
C'est peut-être le combattant poids mouche le plus excitant, Manel Kape. Là, c'est un 12 KO, 5 soumissions en 20 victoires, donc un très très gros ratio là, de victoires avant la limite. C'est un combattant qui est très divertissant à regarder aussi, toujours en mouvement. Les mains peuvent être basses parfois. C'est un combattant qui bouge beaucoup. On sait jamais trop. Il va parler beaucoup à ses adversaires dans la cage. Qu'est-ce qu'il va envoyer exactement? Il est très vocal lorsqu'il combat, donc c'est sûr que pour le spectacle, c'est un combattant qui est très divertissant. Va faire face à Almabaev. C'est un choc de style un petit peu parce que Almabaev, c'est plus un combattant qui va travailler avec sa lutte, qui va travailler avec ses positions. 9 soumissions, 9 décisions aussi. C'est pas un combattant qui a une très grosse force de frappe, donc pas beaucoup de KO. Il en a seulement que 3 dans sa carrière. Mais ça va donner un combat très intéressant, surtout dans cette catégorie de poids-là. Là. Ouais, exact. Et puis, c'est ça, comme tu dis, choc de style. Le lutteur contre le striker. Les deux, et ça devait être Brandon Royval au début, qui lui est aspirant numéro 1 à la ceinture. On vendait ça comme un combat éliminatoire. Le gagnant allait être le prochain pour affronter le champion Alexandre Pantoja. Penses-tu que c'est encore le cas? Surtout pour Cap, peut-être. Penses-tu qu'il y a parce qu'il avait demandé un combat de championnat après sa dernière victoire. Gros KO contre Bruno Silva, c'était au mois de décembre. Là, Dana White avait dit il te manque une grosse victoire. On le place contre Royval. Royval doit se retirer, commotion cérébrale. Donc, Almabaev est celui qui faisait le plus de sens à ce niveau-là. Mais penses-tu que ça va être suffisant pour Cap, s'il l'emporte en fin de semaine, qu'il soit le prochain en liste? Ben, je pense que ça peut être suffisant. Là. 21 victoires, 2 défaites pour Almabaev. Donc, c'est un gros combattant. Mm-hmm. C'est une grosse tête. Je pense que Cap est rendu là. C'est un combattant qui est spectaculaire. Ça va vendre des billets. C'est ce que l'UFC veut. C'est ces 2 grosses têtes d'affiche. Pantoja contre Cap. Je pense que ça peut être un bon combat. S'il est capable d'aller chercher une belle victoire, peut-être une victoire convaincante aussi. Ouais, exact. La façon, tu as raison de le dire, la façon peut être importante. Parce que sa seule défaite, il est sur une séquence, là, mais dans ses 5 ou 6 derniers combats, sa seule défaite, c'est contre pas Evloev, mais Mekoev. Attendez, je vais le dire. En tout cas, de toute façon. Moaev. Exact. Moaev. Le gars qui a été... il était 11-0. Le gars qui a été... il s'est fait couper de l'UFC, exactement. Ah, parce que c'était tout un numéro, ça aussi. Ça, exactement. puis finalement, les deux avaient jappé beaucoup. Ouais, puis le combat avait été... ultra plate. Exactement. Donc, c'est ça. On s'était plus battu à l'extérieur de la cage que durant lorsque la porte s'est fermée. Bref, en demi-finale, c'est Cody Brundage contre Julian Marquez. C'est pas un combat important à 185 livres, tant que ça. Mais... Marquez peut-être joue sa job, là. Lui il est sur 3 défaites de suite. Cody Brundage n'est pas sur une excellente séquence non plus. Je pense que c'est plus un combat où... ça peut cogner. Ouais, exact. C'est 2 gars qui ont un très bon ratio aussi de victoire dans la limite. Là. Exactement. Bon, il n'y a pas d'enjeu de championnat dans ce combat-là, mais c'est plus un enjeu de... On se donne en spectacle, puis... Ouais. On peut faire notre nom sur cette carte-là. On veut essayer aussi de sécuriser notre place dans l'organisation. Dans les 185 livres, ça bouge tellement dans cette division-là. Ouais. Puis j'ai hâte de voir Nasrat Akparas, combattant du Tristar. Toi, tu le côtoies. Oui. C'est pas facile. Esteban Ribovics, 14-1, combattant argentin. Tout un kickboxer. Ribovics, là, qui est vraiment un bon kickboxer, qui vient du Kill Cliff en Floride. Par contre, Nasrat Akparas, grosse main gauche, un gaucher, un combattant qui avance beaucoup, qui met beaucoup de pression. Donc, ça va être un combat très explosif. Ça me surprendrait que ça se rende à la fin, ce combat-là. Akparas, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Ça fait longtemps qu'il veut percer les classements et tout ça. Je sais pas si ça va être suffisant, une victoire contre Ribovics, mais en tout cas, ça pourra pas nuire. Les 155 livres, c'est la division où il y a le plus de profondeur. Mais il est quand même sur 4 victoires consécutives. Nasrat Akparas. On va aller tout de suite passer aux actualités pour terminer l'émission. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. La grosse nouvelle de la semaine, c'en était une mauvaise, très mauvaise même, qui s'est un peu transformée en bonne nouvelle, ou en tout cas, on est peut-être revenu à quelque chose de plus positif. C'est bien sûr cette blessure de Dan Hooker qui devait affronter Justin Gaethje à l'UFC 313 le 8 mars, dans un peu plus d'une semaine. Hooker, et puis ça, c'est un combat que tout le monde voulait voir, là, entre deux des strikers les plus spectaculaires. Hooker s'est cassé une main, se retire du combat, et finalement, on réussit à garder Gaethje sur la carte contre Rafael Fiziev,
qui est comme plan B, on a vu pire. Là. Ah, complètement. Si je me trompe pas, les deux combattants se sont déjà affrontés. Exact. Ça a été un combat sanglant. Personnellement, j'étais content d'avoir Hooker contre Gaethje, mais Fiziev contre Gaethje, c'est aussi bon. Là. Aussi bon, encore mieux. On s'entend que Dan Hooker n'est plus le Dan Hooker qui était, Gaethje n'est plus le Gaethje qui était, Fiziev, ça reste un combattant explosif, là. Fiziev, c'est peut-être le plus... L'affaire avec Fiziev, c'est un peu ça qu'il expliquait, c'est qu'il est sur 2 défaites de suite. Celle contre Gaethje, qui a perdu par décision majoritaire. Ouais. Ça a tout pris, là. Il a fallu que... J'ai revisionné ce combat-là avant de m'en venir tantôt. Fiziev a fini ça ensanglanté. Complètement. Là, mais... Il gagnait potentiellement ce combat-là jusqu'à la mi-chemin du 3e round où Gaethje l'a trouvé comme son 2e souffle, a touché énormément dans la dernière minute du 3e round, si bien qu'un juge lui a donné un 18 à Gaethje au 3e. Wow. S'il y avait 19, là, c'était un split. C'est un combat-là, c'est un combat nul. Nul, en fait, exactement. Donc, c'est ça. Ça a tout pris à Gaethje pour venir à bout de Fiziev, qui, après ça, est revenu contre Mateusz Gamrot. Il s'est blessé un genou. Au genou. Là, il est sur la touche depuis 1 an et demi. Donc, sa dernière défaite, c'est ça. Il est sur 2 défaites, mais sa dernière, c'est une blessure. Il a glissé dans les classements. Il est rendu 9e. Si tu t'es dans le top 5, tu veux pas affronter Rafael Fiziev, qui est 9e. Exact. Tu sais, je veux dire, Fiziev, il dit, le téléphone sonne pas. Là. Moi, je suis prêt à revenir depuis le mois de septembre. C'est une chance en or pour lui. Personne veut m'affronter. Mon classement versus le danger que je pose, ça fait pas de sens pour personne. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lui, il a levé la main tout de suite. Il a dit hey, on remet ça, Gaethje. Gaethje, bon joueur, a accepté. Honnêtement, chapeau à Gaethje d'accepter, puis chapeau à Fiziev d'aller affronter. Ouais. Avec un camp avec quelques jours d'entraînement intense. Là, il devait être en entraînement, mais pas de camp. Il affronte un gars qui lui, a pris son temps avant depuis sa dernière sortie, son dernier KO, Gaethje, puis qui est en camp d'entraînement complet depuis plusieurs semaines. Là. C'est pas, ça va être tout un combat, puis je pense qu'on perd rien avec le remplacement de Hooker contre Fiziev. Apparemment, il y avait plusieurs personnes qui auraient levé la main. Arman Tsarukyan avait accepté, mais un catchweight de 160 livres. C'est ce qu'il dit. L'UFC aurait refusé d'adhérer à sa demande. Dustin Poirier aurait appelé l'UFC. J'aurais aimé voir ça. Ouais, les deux sont je pense que ça aurait été une trilogie, si je me trompe pas. Exactement. Poirier a déjà passé le KO à Gaethje. Gaethje a battu Poirier. Exact. Mais là, apparemment que c'est ça. C'est que Poirier aurait appelé les gens de l'UFC qui n'auraient pas retourné son appel. Bon. Renato Moicano avait levé la main. Apparemment, Charles Oliveira a refusé. OK. Et c'est Fiziev qui vient sauver un petit peu cette demi-finale. Donc, je suis censé parler à Justin Gaethje, faire une entrevue avec lui après notre enregistrement de podcast. La semaine prochaine, on va peut-être avoir des extraits. J'ai hâte de savoir comment ça a été quoi ses réactions, puis comment les adversaires potentiels, lequel lui aurait préféré. Et on termine ça avec des grosses annonces de combat. Honnêtement, Kansas City, là, le 26 avril, l'UFC va aller faire un tour là-bas. Grosse finale, moi, je trouve. Là. Jamal Hill contre Khalil Rountree à 205 livres, 2 combattants du top 10. Rountree était en combat de championnat il n'y a pas si longtemps. A très bien fait contre Pereira. Là. Honnêtement, ça a été une guerre. OK, il n'a pas gagné, il s'est fait maganer, mais il est resté debout assez longtemps, puis il a montré ce qu'il y avait dans le ventre. Là. Plus longtemps que moi, je pensais. Exactement, moi aussi. Puis, tu sais, il s'est essayé, il a tenté des choses, Rountree. C'est pas fait pour Jamal Hill, ce combat-là. Là. On le sait, Jamal Hill, grosse main droite, mais à part de ça, pour le moment, Rountree semble beaucoup plus complet. Bon Muay Thai, un bon clinch. Un combat très intéressant. Intéressant, effectivement. Puis à Des Moines, le 3 mai, ça, c'est pas confirmé. La semaine suivante, en Iowa, on parlait beaucoup de Sandhagen contre Sean O'Malley. Hein? Ouais. On se disait, ça serait le fun d'avoir ça à Montréal, ou en tout cas, ce serait le fun juste de le voir, ce combat-là. Mais apparemment, l'UFC aurait en tête plutôt Sandhagen contre Deiveson Figueiredo. Numéro 4, Sandhagen à 135 livres, Figueiredo numéro 5. Ça aussi, c'est très beau combat. C'est du bon matchmaking. Hein? Ouais. Et les deux combattants qui sont très spectaculaires. Peut-être un léger avantage au niveau du sol, du jiu-jitsu brésilien pour Figueiredo, mais
Sanagan peut toujours nous sortir un genou à la volée ou on ne sait jamais. Là. Exactement. Donc voilà, ça fait le tour pour les nouvelles. Bien sûr, on continue à suivre tout ce qui se passe du côté de l'UFC 315. Si on annonce d'autres combats, on vous revient avec ça, bien sûr. Yohan, bonne fin de préparation. Merci en beaucoup. vue de ton combat à Samouraï MMA. C'est le 7 mars prochain. Exact. Puis moi, je me mets à la quête d'un remplaçant là, pour la semaine prochaine. Bonne chance, mon ami. Merci beaucoup. T'as pas besoin de chance. On se revoit après la Tu victoire. vas gagner, exactement. Merci tout le monde. À bientôt. On se retrouve pour un prochain épisode du SOS Podcast. Ciao. SOS Podcast!